ma toute première aventure, je devais faire Paris-Deauville, 220 ou 230 km. Il fallait que je les fasse en 2 jours. J'ai mis 3 jours en courant, en marchant, boitant. Le deuxième jour, j'ai absolument pas couru. J'ai fait que traîner mon corps. Et toute la journée durant, c'était que le creux de la vague. J'ai souffert. Étant donné que je connais les signaux de mon corps, etc. Parce que je communique énormément avec lui. Je sais que le fait ne serait-ce que sourire va lui donner une autre information. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé sur Beurre FM. Voilà, on va parler de santé et à votre sport ce matin parce que le sport c'est bon pour la santé. Karima Chadibaou est avec nous. Bonjour Karima. Bon matin Philippe, bon matin à tous nos auditeurs et auditrices. Très bon matin à vous. Oui. Et gratitude Karima. Gratitude aujourd'hui. C'est plaisir de vous voir. Patrick Soulaï est avec nous. Quelle équipe? Bonsoir Patrick. Hola Philippe, hola tout le monde. Je sais pas pourquoi j'ai dit bonsoir. Bah, bonsoir. Je passe du bon matin au bonsoir. Non mais il y a une différence, j'ai capté. Philippe, c'est pas grave. Je le vis très bien. Mais j'espère que vous vivez bien parce qu'il y a une différence. Oui, bah, j'ai compris. Vous avez bien fait. Vous voulez qu'on en parle? Oui, on en parlera plus tard. Formateur en pensée, communication. On va parler du dépassement de soi ce matin avec notre invité. Il s'appelle Ilyes Bouzoumita. Bonjour. Bonjour. Comment vous définissez-vous ce que vous faites? Quel genre de sportif êtes-vous? Ce serait, je fais de la course à pied longue distance et j'essaye de découvrir un peu plus sur moi, quelles sont mes limites et essayer de discuter avec elles pour les faire aller où est-ce que je veux aller. Mmh. Qui a dit que le mois de Ramadan c'était un mois pour s'économiser? Très longtemps j'ai cru ça et j'ai beaucoup cru la médecine, etc. entre guillemets. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à expérimenter par moi-même et je me suis rendu compte très vite que on pouvait courir pendant le Ramadan, on pouvait courir un petit peu, courir beaucoup, faire du sport, peu importe que ce soit de la course à pied ou quoi. Et pour me challenger, d'ailleurs, j'ai fait la Ramadan Man. On a inventé une course avec un ami. C'était donc du coup faire 24 heures de course à pied pendant le Ramadan. Donc c'était le 18 avril et on a donc parcouru 84 ou 85 km à jeun sans boire ni manger du coup. Ça fait 2 marathons et demi. Hein. Ah oui. Voilà, à peu près. Ouais. Et ensuite on a couru toute la nuit. Ça fait en tout sur 24 heures 146 km dans la joie, la bonne humeur. On a fait ça avec une équipe. Il n'y avait pas que moi, c'est genre l'athlète qui court une longue distance. Il y avait des mères de famille, des pères de famille entre 23 et 52 ans pour montrer que vraiment on peut tous le faire, chacun à son niveau. Ils se sont relayés. Il y en avait qui couraient, ensuite ils marchaient, ensuite ils prenaient le vélo, après ils rentraient dans la fourgonnette qui nous suivait, c'était le long d'un canal. Et on a fait ça tranquillement. Bon, j'ai quelques boutons de fièvre aujourd'hui, mais ça les vaut amplement. Mais quel rapport avec votre course et les boutons de fièvre? Le corps, justement, c'est une bonne question. Il communique tout le long, en fait. La question qu'on me pose souvent, le plus, en fait, hormis le pourquoi tu fais ça, pourquoi tu t'imposes tout ça, c'est est-ce que tu t'ennuies pas sur une journée de 15 heures, 16 heures à courir, en fait? Et je leur dis, pour la première fois depuis très 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 longtemps, dans un monde où on n'utilise pas forcément notre corps, on vit dans un système où l'homme est assis, il va au travail assis, au travail il est assis, à la maison, etc. On est toujours assis. Et là, pour la première fois, on est en connexion totale du matin au soir, du lever au coucher du soleil, on est connecté à notre corps. Et donc du coup, je suis constamment en train de négocier avec lui pour qu'il continue d'avancer. Et donc, il n'y a pas une minute où je ne suis pas en train de dialoguer avec lui. Je suis enfin reconnecté à mon corps. Et c'est ce que je recherche, en fait, à travers ces grandes aventures. J'ai envie de lui poser une question. Ah bon? Oui. Vous savez quoi? Ouais. Posez-la lui. Ne restez pas avec vos envies, Karima. Non, je vais y aller. Non. Parce que Ilyes, vous dites que vous communiquez, vous discutez avec votre corps, mais c'est donc le corps, c'est avec lui que vous parlez. C'est qui l'autre partie qui parle avec le corps? C'est très très bonne question. Elle en a d'autres. J'adore. C'est magnifique. Je vous préviens. Hein. C'est magnifique. C'est très beau. Est-ce que tu peux la répéter pour moi? Le temps que je trouve une réponse. En fait, ce qui se passe, c'est que je me pose une seule question avant d'attaquer ce genre de défi, pour savoir à peu près qui je suis. Est-ce que je suis vraiment en phase avec ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Et si je suis en phase avec ces trois aspects-là, ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais, ça me permet de dormir
avec le sourire aux lèvres en fait. Et le fait de courir de telles distances, et moi ce que je rêve, ça devient une obsession. Donc courir une très longue distance, c'est ce que je pense, c'est ce que je dis. Oui. Donc quand je commence à attaquer le truc, je passe à l'action. Et là arrive la réalité. Dès que la réalité... C'est pas la question de Karima. La question, c'est de savoir avec qui vous parlez et qui c'est le deuxième avec qui vous parlez. C'est ça, c'est ça. C'est le deuxième avec qui je parle. C'est une bonne question. C'est qui? Je peux pas y répondre. C'est Dieu. C'est non, je sais pas. Moi ça, c'est ça. Mais qui vous parlez avec qui? C'est une bonne question. Vous parlez avec votre corps. On est d'accord. D'abord, si vous parlez avec votre corps, vous lui dites quoi? Continue juste un peu, on va y arriver. Un petit peu, juste un peu plus. Et il y a plein de signaux en fait. Il y a plein de signaux. Dès qu'on a mal, le corps il est là, il est fait pour nous faire survivre. Donc à chaque fois qu'il ressent une douleur ou quoi que ce soit, il nous la donne. Il nous la fait ressentir à travers une périostite ou des sueurs froides. Une périostite, c'est le au niveau du tibia, il y a un muscle qui se tend pour nous dire arrête. En fait, tous les muscles, un à un, ils vont nous commencer à nous mettre des coups de frein à main pour qu'on s'arrête en fait. Qu'on ait bu ou qu'on n'ait pas bu. Il y a tout un tas de processus comme ça qui se mettent en place pour que on s'arrête. La plupart du temps, quand on entend ça, il faut s'arrêter. C'est le message qu'on entend. Mais tout est une question d'interprétation, en fait. La douleur est un message. Oui, la douleur est un message. Justement, cette interprétation, qui l'a fait, en fait? Ma question, c'était ça. Parce que puisque le corps, vous l'identifiez, en fait. Quand je dis l'identifier, c'est-à-dire vous lui donnez le pouvoir de parler, de communiquer, d'échanger. Mais l'autre interlocuteur qui est en face de ce corps, c'est quelle partie de vous, en fait? C'était ça, ma question. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, il y a la tête, il y a le corps, il y a on a entendu qu'il y avait un alignement de tout ça qui vous emmenait justement dans cette pratique sportive. Ce qu'on appelle la congruence, d'ailleurs. La congruence, exactement. Ouais. Peut-être que vous allez répondre mieux que ça à cette question. Peut-être que j'ai pas assez de recul. Pour l'instant, en tout cas, moi, comment je vis la chose, c'est tous ces questionnements qui me portent tout au long d'une course. J'ai des milliers de pensées dans ma tête. Ouais. Comme tout le monde, en fait, on a je crois, ils disent, les scientifiques, ils disent, je crois, on a 6 000 pensées par jour ou quelque chose comme ça. Il y a 10 ans en arrière, ils disaient qu'on en avait 60 000, etc. Je ne crois pas. Je sais juste qu'on a des milliers de pensées, bonnes ou mauvaises. Et sur une journée de course à pied, on a de très, très bonnes sensations parfois et de très mauvaises qui nous disent, arrête-toi. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui fait que je peux me dire, cette pensée-là me définit moi quand je suis dans le creux de la vague. Et cette pensée-là, il faut plus l'écouter quand je suis dans le haut de la vague. Je ne sais pas. C'est peut-être c'est pour ça que je commençais par ça. Mais qu'est-ce que vous vous dites quand vous êtes dans le creux de la vague? Qu'est-ce qui vous permet de continuer à avancer? La pensée que j'avais au départ, l'idée fixe. Je me mets toujours des idées fixes quand par exemple quand je courais ma toute première aventure, je devais faire Paris-Deauville. C'était donc 200 à peu près, de Paris à la mer exactement, donc vers le nord. C'était 220 ou 230 km. Il fallait que je les fasse en 2 jours. J'ai mis 3 jours en courant, en marchant, boitant. Le deuxième jour, j'ai absolument pas couru. J'ai fait que traîner mon corps pendant 60 et quelques kilomètres. Et toute la journée durant, c'était que le creux de la vague. Il n'y a pas eu autre chose que de la descente. J'ai souffert. Et donc du coup, étant donné que je connais les signaux de mon corps, etc., parce que je communique énormément avec lui, eh ben, je sais que le fait ne serait-ce que sourire va lui donner une autre information. Dès que j'ai couru en Tunisie 1253 km avec mon papa, c'était extraordinaire. Quand il faisait super chaud, encore une fois, le corps il envoie des signaux pour me dire fais gaffe, il fait super chaud, donc migraine, etc. Ce que mon père il m'a donné comme technique, c'était de mettre, comme font les Touaregs et tout un tas de personnes qui vivent dans le désert, de mettre sur mon torse une espèce d'éponge trempée, ou une serviette trempée. Et tout ça faisait que mon cerveau, d'un coup, pour lui, il faisait plus 43 degrés. Il faisait 22, 23, et je pouvais courir tranquillement. Tout le reste de mon corps se remettait en marche. Vous avez hacké le cerveau. C'est ça. D'une certaine manière, c'est exactement ça. Et à la fin, il me le fait payer, parfois, et parfois, il me le fait pas payer. Mais quoi qu'il en soit, la plupart des gens qui me regardent sur les réseaux, parce que je mets tout ça sur mon compte Instagram, on peut le retracer, on peut voir que je ne prends jamais la voiture ou quoi que ce soit, je trace tout pour que ce soit tout visible du début à la fin.
et que à la fin, même dans 5 ans, si quelqu'un vient, il peut voir toute l'aventure et que ça le challenge, ça le motive à son tour. Et à travers ces petites expériences, j'essaye de montrer à chaque fois que si on veut vraiment et qu'on passe à l'action, on peut y arriver. C'est pas évident, mais on peut y arriver. Patrick. Oui, alors je vais essayer de passer après la question de Karima. Qui était vraiment, c'est pas facile, mais je sais que vous relevez le défi, Patrick. Je vais essayer de relever on y croit. Moi, j'ai une question parce que depuis que vous êtes arrivé, moi, j'observe beaucoup. Et il y a quelque chose qui me frappe depuis que vous êtes arrivé à la radio, c'est ce que le psychanalyste Alfred Adler appelle le sentiment d'infériorité. C'est quoi le sentiment d'infériorité ? C'est la réalisation des manques que l'on a vis-à-vis d'un moi idéal. C'est-à-dire qu'on a quelque chose en nous d'idéal que l'on veut atteindre. Et depuis que vous êtes arrivé, je vois que ça. Et je me pose la question, c'est quoi votre moi idéal ? C'est quoi votre vision de vous idéale ? Waouh, je m'attendais pas à ça. C'est encore plus beau que ce que je m'attendais en fait. Waouh, j'ai pas forcément de moi idéal pour le moment. Ce que je vis pour le moment, moi ce qui a commencé à être fait, c'est tout ça, c'est arrivé pas parce que je me faisais chier ou quoi que ce soit, mais parce qu'il y a une remise en question. Dès qu'il y a eu le premier confinement, comme beaucoup de monde, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que je fais en fait ? Hormis, dès qu'il y a eu le premier confinement, donc il n'y avait plus d'histoire de gagner sa vie. Donc, une fois qu'on a mis ça de côté, comme si on était tous devenus milliardaires, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour occuper son temps, maintenant qu'on est devenu milliardaire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et je me suis dit, mais c'est vrai que là, c'est bon, j'ai plus à me soucier de comment gagner ma vie, etc. Qu'est-ce que je dois faire pour être heureux ? Et j'ai commencé à me poser des questions. Moi qui suis un ancien boxeur, j'ai commencé à l'âge de 10 ans, etc. la boxe. Donc j'ai vécu dans le sport toute ma vie. En fait, c'est par là que je trouvais mon plaisir. Et donc automatiquement, je me suis redirigé vers ça pour trouver une réponse à cette question. Comment trouver mon bonheur ? Et j'ai commencé, donc du coup les courses étaient fermées, il n'y avait plus rien. On devait donc s'imaginer des propres courses. Et là, je commence à avoir des obsessions, à rêver de courir jusqu'à la mer. Et au départ, pour moi, dans ma tête, c'était inconcevable de courir, par exemple, de Paris jusqu'à Marseille. Pour moi, le maximum que je pouvais faire, ou auquel prétendre, c'était Paris-Deauville. Donc, je vous l'ai dit, je l'ai fait... C'était il y a 2 ans. Hein. C'était il y a 1 an et 6 mois, exactement. C'était il y a 1 an et 6 mois, et pour moi, c'était impossible. Et donc, je le fais. Et c'est l'expérience où j'ai fait que de travailler mon mental. C'était très très dur. Et j'ai dit, c'est bon, j'ai essayé les courses ultra longues. C'est absolument pas pour moi ce genre de challenge. Je m'épanouis pas là-dedans, etc. Et après, pendant 4 mois, j'ai fait ça le 19 décembre 2020. Et j'ai eu très très froid pendant 4 mois. Je dormais avec une veste. J'étais tout le temps... Mon corps était traumatisé de la tête aux pieds, constamment. Et de là est arrivé, au bout de 4 mois, le nouveau formatage. En fait, le corps, il faisait son travail. Il se remodelait pour me permettre de revivre ça. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu une drogue. C'est devenu une réelle drogue. Donc, mais est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, il y avait... parce que là, vous avez complètement répondu à la question. Mais est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a des images de vous voyant aller plus loin à chaque fois ? Ah oui, c'est ça le moi idéal, c'est-à-dire que c'est le problème de l'image, je crois. Mais non, pas forcément, parce que on a tous ce sentiment d'infériorité. Après, il y en a qui y vont et il y en a qui y vont pas. En fait, à chaque fois que je faisais quelque chose, comme tout le monde, et c'est tout à fait normal, c'est le cerveau, il rationalise tout, il normalise tout. Et donc, je courais Paris-Deauville, 200 et quelques kilomètres. Au bout d'un moment, j'ai trouvé ça normal. Et j'ai commencé à normaliser le fait que c'était possible de courir de Paris jusqu'à Marseille. Chose que je suis parisien, j'ai toujours vécu à Paris, toujours rêvé d'aller jusqu'à la Méditerranée un jour dans ma vie. Ça fait combien de marathons là, pour donner un exemple, Paris-Marseille ? Paris-Marseille, 815 km, ça fait donc à peu près 2 marathons par jour pendant 11 jours. Oh là là. C'est juste pour que vous visualisez, vous voyez. Énorme, c'est énorme. Mais tous les jours. Et en fait,
c'est un lot d'émotions toute la journée, du bonheur, du malheur, du bonheur, du malheur. À la fin, en fait, c'est pour ça que, comme tu me disais, faut idéaliser. C'est quoi ton truc idéal? Sur le moment, je vis mon truc idéal, en fait. Je suis en plein dans ce que je veux faire. C'est mon kiff absolu. Moi, ce que je voudrais faire dans ma vie, c'est vous arrêter avant la pub. Voilà. Non, mais il y a un moment, il faut s'arrêter. Excusez-moi. Parce que sinon, la pub n'est pas sans force. Alors, c'est très simple. On a toujours l'impression que la dernière semaine du mois de Ramadan, c'est terminé. Non, on vous propose d'accélérer ce matin. Karima Chadi Baou est avec nous. Patrick Soulaï est là. Et notre invité s'appelle Ilyes Bouzoumita. Alors, c'est de l'ultra trail, les courses que vous faites, c'est ça? Ça s'appelle comment? Ça un nom s'appelle comme ça, oui. De l'ultra. C'est de l'ultra. Ouais, parce que les trails, c'est plus dans les montagnes avec du D+, etc. Là, c'est plus de la route. Votre père a choisi votre premier sport pour vous. Il vous l'a même presque imposé, la boxe. Vous n'êtes pas allé par goût, en fait. Et même au début, c'était l'école de la vie, mais c'était même peut-être difficile pour vous. Ah, complètement. Nous, on est une famille de 6 enfants, 3 garçons, 3 filles. Et mon papa, étant donné que ça prend beaucoup de temps des enfants, c'est tout à fait normal, il faut les occuper. Et donc, il faut les distraire. Et moi, j'étais l'enfant de la famille qui était le plus turbulent. Et il nous a tous mis là-dedans, les 3 garçons dans la boxe. Donc moi, j'avais 10 ans, mon grand frère 13 et mon petit frère 8 ans. Et on attaque ce sport-là. Et j'ai pas du tout aimé. C'était que de la souffrance. Pourquoi un autre enfant me tape? Pourquoi... j'arrivais pas à comprendre ce sport, en fait. Et après, je passe un mois au bled en Tunisie, et les enfants, ils étaient méchants avec moi parce que je venais de France, entre guillemets, donc ils voyaient de la rivalité, blablabla, c'est toujours comme ça. Et donc j'arrivais pas à me défendre, ils me jetaient des cailloux, tout ça. Et je suis revenu l'année suivante en me disant, plus jamais quelqu'un il me parle mal, ou ceci, ou cela, etc. Et je me suis mis là-dedans, corps et âme, et j'ai plus jamais lâché ce sport. Et depuis... et vous avez aimé après? J'ai aimé, oui, j'ai aimé. J'ai aimé, mais c'est justement quelque chose qui est pour moi, contre ma nature, en fait. J'ai dû batailler. C'est pour ça que maintenant, tout ce que je fais en courant, pour moi, il n'y a rien de plus difficile au monde que la boxe, en fait. En tout cas, ma manière à moi de voir les êtres humains, je veux faire des câlins à tout le monde, sourire à tout le monde, etc. Et la boxe, il faut que je te marche dessus pour montrer que je suis meilleur que toi. C'est pas comme un sport, comme les échecs ou comme le foot, où il y a un certain fair play, etc. C'est vraiment pour gagner, tu dois faire du mal à l'autre, vraiment. Et du coup, j'ai bon gré mal gré, il fallait que soit je me réadapte ma façon de penser à ce sport, soit j'allais avoir que des défaites, en fait, et je pouvais pas arrêter la boxe. C'était devenu une drogue. Donc du coup, je me suis réadapté et je me suis fait violence, et j'ai pu passer toute cette période avec, je crois que ça faisait 26 combats, 24 défaites, 22 victoires et 16 avant la limite. On m'appelait l'homme aux 7 poumons, j'arrêtais pas d'envoyer le maximum de coups possible sans aucune... En fait, je cours exactement comme je boxe. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'au finalement, c'est cette façon de s'entraîner et de vivre la boxe, eh bien vous l'avez adapté à la course. Complètement, je suis un boxeur qui court, c'est exactement ça. C'est que j'ai mes entraîneurs et à chaque fois qu'on est dans des salles de boxe, on sait que la puissance boxe, elle vient du socle Île-de-France. Il y a énormément de boxeurs, il y a énormément de salles de sport, etc. Il y a Saint-Ouen, il y a plein de grandes salles connues, c'est l'Île-de-France. Donc du coup, nous, chaque semaine, on allait 2 fois par semaine se battre contre les meilleurs de notre région, donc les meilleurs de France, en fait. Et ça a forgé chez moi un caractère, ça a forgé un état d'esprit, etc., qui fait que dès que je me suis mis à courir, ça a été 100 fois plus facile. C'était quelque chose d'inimaginable. Pour la première fois, au lieu de faire du mal, tout à l'heure on en parlait, au lieu de faire du mal à quelqu'un d'autre, je me faisais du mal à moi. Et cette souffrance-là, je sais que... Vous avez retourné la violence contre vous ? C'est une souffrance qui est facile à accepter. Je préfère du coup souffrir
sur moi que faire souffrir quelqu'un d'autre. Et sur la route, c'est même pas ça le plus important, même je dirais, c'est vraiment toutes les rencontres que je fais. Je vois plein de phrases comme ça sur Internet qui disent le plus important, c'est pas la destination, c'est le voyage. J'aimais bien ces phrases-là, etc. Mais je les comprenais pas au réel sens auquel je devais les comprendre. Et depuis que je cours, je comprends en fait. Maintenant que je communique avec mon corps toute la journée et que je par exemple, il peut m'arriver 14 km ou ne voir personne. Par exemple, en France, ça m'est arrivé des zones rurales. Contrairement à la Thaïlande, les 1000 km en 15 jours en Thaïlande, là-bas... C'était quand ça ? Ça, c'était au mois de janvier. Ça, c'était un périple extraordinaire. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais ça, c'était un truc de fou. C'était... je devais... courir cette année, en fait, je devais la mettre sous l'année du sourire, sous le signe du sourire, pardon. Donc du coup, il fallait sourire chaque jour. Et je me suis dit, quoi de plus beau que de me lancer un challenge, courir au pays du sourire. Et je commence à taper sur Internet quel est le pays du sourire, et ça me met, c'est la Thaïlande. Thaïlande, pays du sourire. Je me renseigne un peu à droite à gauche, et tout le monde me dit, ouais, mais c'est pas le sourire que tu crois, ils sourient jaune, ils sourient, ils veulent te douiller, etc., etc. Et j'aime pas trop en fait écouter ce que les gens disent, je préfère voir par moi-même et faire. Et j'attaque, j'y vais, et je me dis je vais courir 1000 km, le Phuket Express, et je cours 1000 km en Thaïlande, c'est extraordinaire. Et là-bas, je me rends compte en fait pourquoi on appelle ce pays-là le pays du sourire, parce que les gens en fait, en fin de compte, c'est un local, c'est un monsieur qui vit là-bas depuis 6 ans qui m'a raconté ça, un francophone qui est tombé éperdument amoureux de ce pays. Il me dit écoute, parce que je lui disais mais je comprends pas, tout le monde me sourit, dès que je parle un petit peu fort à quelqu'un pour dire non je veux pas, tout le monde m'a déjà aidé, et 3 km plus loin, tous les kilomètres, les gens ils m'aidaient presque sur 1000 km. Donc pour moi, c'était un peu de la triche. Ils me passaient de l'eau, ils me passaient tellement de choses. J'avais besoin de presque rien acheter. Et donc du coup, parfois, je montais le ton, mais gentiment, et ça les blessait. Et du coup, j'en parle à un ami, et il me dit c'est le pays du sourire. C'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils te sourient. C'est un mot spécial en thaïlandais. Ça veut dire ils veulent pas blesser ton cœur. Donc quoi qu'il arrive, ils vont toujours te sourire. Et ça, j'ai trouvé ça merveilleux. C'est magnifique. Je bois vos paroles, et j'ai une question du coup. C'est que la boxe, c'est un sport de mise à distance. Ouais. Quand on boxe, je fais à mon petit niveau, c'est le coup principal, c'est le jab. Donc on met à distance. La course, c'est également un sport de distance. Et du coup, je me pose la question, est-ce que dans ce que vous faites, est-ce qu'il est possible que dans tous vos parcours, dans toutes vos courses, vous cherchez à savoir comment on crée du lien ? Ah, ça c'est... Il y a une part de vérité là-dedans, parce que moi, donc dans ma manière de boxer, comme dans ma manière de courir, donc on disait que ça revenait au même, c'est que j'ai comment dire ça, j'ai toujours boxé avec mon cœur, et les entraîneurs de toute la région de France disaient Ilyes, c'est vraiment un gâchis ce que tu fais. Si tu boxais avec un brin de stratégie, toute l'énergie que tu avais, tu aurais pu la transformer en or, entre guillemets, et tout. Et moi, j'ai toujours dit, non, mais c'est comme ça que je boxe. Je peux pas faire semblant. Donc, la personne, elle savait. Dès que je suis passé en mode professionnel, dès que je suis passé pro, les gens, ils avaient plus de roublardise, et ils comprenaient que moi, ce que je donnais, c'est que je donnais toute mon énergie. Et ils savaient que quand j'avais plus de jus, c'était pas un leurre ou passager. C'était que j'avais vraiment plus de jus. Je donne absolument tout. Et donc, dans ma façon de courir, c'est exactement pareil. Je donne absolument tout. Il n'y avait pas cette histoire de distance quand je boxais. Et dans ma manière de courir, il n'y a pas forcément cette histoire de distance. C'est-à-dire que à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je savoure cette personne-là. Je savoure son sourire. Je savoure, parce que je sais que c'est à travers toutes ces personnes-là que je vais rencontrer sur le chemin que je vais réussir à avoir assez d'énergie pour continuer à avancer. Parfois, il y a des jours où je cours. J'arrive à la fin de la journée, tellement c'était merveilleux les personnes que j'ai rencontrées. Je me dis, c'est impossible que demain,
je rencontre des personnes encore plus fortes, encore plus sensibles, encore plus douces que les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui. Et le lendemain, je rencontrais des personnes extraordinaires. Pas plus ou pas moins, mais extraordinaires. Et ainsi de suite, jour après jour, pendant les 15 jours qui ont fait. Que ce soit en Thaïlande, que ce soit en Tunisie, il y a toujours... En fait, moi, je me disais, quand tu cours tout seul, tu auras toujours des personnes qui seront malveillantes ou quoi que ce soit. Et au contraire, en fait, quand tu cours solo, quand tu es vraiment seul sur la route, c'est là que tu vois la vraie singularité de l'humain. Enfin, on est tous pareils. Peu importe, en France ou peu importe tout ça, tu toques à la porte d'une maison, s'ils ont de l'eau, ils vont te la donner. Je n'ai jamais reçu un refus d'eau. C'est impossible. Et ça crée du lien, c'est énorme. J'adore ça. Je vis pour ça. Mais ça se voit. C'est extraordinaire. Ça se voit en vous écoutant, on sent ce lien du cœur et cette eau du cœur. Moi, j'appelle ça l'eau du cœur qui coule dans vos veines et qui se partage et de courir, j'imagine, donc en Thaïlande et rencontrer toutes ces personnes extraordinaires. Et je me suis posé la question qu'en fait, que chaque jour que vous avez couru ou vous avez rencontré des personnes extraordinaires, en fait, elles vous rechargent en fait pour le lendemain et qui vous donnent en fait cette endurance et cette envie d'aller encore plus loin et même peut-être cette curiosité de dire mais tiens, qui je vais rencontrer encore demain et quel sourire je vais pouvoir donner et quel sourire je vais pouvoir accueillir. Complètement. Bah, il y a la nourriture du corps, ce qu'on mange et ce qu'on boit. Et il y a la nourriture des yeux, moi, ou du cœur. Je sais pas c'est quoi le centre névralgique du corps ou quoi, mais moi je sais que à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, ça me mettait tellement de bonheur en moi que ça me comme si j'avais mangé une barre énergétique en fait. Ouais. Et je mange des barres énergétiques toute la journée, toujours à travers leurs sourires. Ouais. Et c'est des sourires bienveillants parce que généralement quand on court comme ça, on n'a rien à donner. On n'a rien à donner en fait, si ce n'est notre sourire en fait. Et c'est vraiment que des relations dénuées de tout intérêt. Ouais. Quand on m'apportait de l'eau tous les jours, que ce soit en Tunisie, en Thaïlande ou en France, c'était parce que j'étais là et que j'avais besoin d'aide. Juste pour ça. Ouais. Et de revoir ça, moi qui suis parisien et qui vis à travers des trucs... où voilà, on est chacun pour soi, on se tape l'épaule dans le métro, etc. Ça devient très très difficile. Donc, la vie est beau. Faut s'arrêter. Ilyes Bouzoumita. Tout part d'une discussion que j'ai eue il y a quelques années avec Delphine Thébault, grande voix de Beurre FM, sur le fake, sur les gens qui étaient des fakes. Et ce matin, on reçoit. Mais c'est vrai, Delphine, on peut dire que ça partait de là. Et je disais que finalement, les gens qui vous poussent au changement, la plupart du temps, ils sont incapables de faire le tour du pâté de maison sans s'évanouir. Alors, on a invité Ilyes Bouzoumita ce matin. Ça dépend du pâté, quand même. Oui, ça dépend du pâté. Vous avez raison, mais... Des grands pâtés. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Patrick, on a déjà eu cette discussion sur le... Non, on a déjà eu cette discussion sur le fake, Patrick, aussi. Bien sûr, vous savez très bien ce que je veux dire. Exactement. Mais que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est entouré de gens qui sont soi-disant des modèles inspirants ou d'inspiration. Ouais. Mais bon, voilà, ça transpire pas beaucoup. Oui, quoi. Oui. Ou ça se lève pas beaucoup pour faire... Mais il y a des filtres aujourd'hui qui font qu'on transpire. C'est vrai ? Ouais. Vous voulez qu'on en parle ? Bon, en tout cas, lui, ça n'existait pas. Il a inventé sa propre discipline. Ouais. En gros, c'est ça. Vous êtes inventé un mode de compétition qui est propre à vous, Ilyes. Complètement, bah c'est exactement ça. On était avec le confinement, avec l'arrêt de toutes les courses, etc. Il n'y avait plus aucune possibilité d'aller. En fait, à chaque fois, moi, dès que j'ai arrêté la boxe, j'ai cherché des compétitions pour vider toute l'énergie supplémentaire que j'avais. Et donc, du coup, j'allais une fois ou deux par an faire une course, un 10 km ou un semi. Et sans plan d'entraînement ou quoi que ce soit, juste pour vider tout ce que j'avais comme énergie supplémentaire que j'arrivais pas à vider dans le mode de vie normal, métro, boulot, dodo, etc. Je le vidais, après j'étais tranquille pendant... Vous êtes garagiste, hein, vous avez voilà. Quand même un métier physique. Oui, bah, à cette époque-là, quand j'étais dans le BTP, pendant 8 ans, quand j'ai arrêté la boxe, j'étais dans le BTP, les forages, etc. Donc c'était très physique. Mais malgré ça, j'arrivais pas, j'ai une énergie folle, etc. Et j'arrivais pas à la dépenser.
Et je me suis mis dans ces trucs-là, dans les courses, 1-2 fois. Après, j'ai commencé à faire des marathons. Je faisais 1 marathon, voire 2. Et ce qu'ils disaient, les médecins, à cette époque-là, c'était 2 marathons par an, pas plus, parce que sinon, c'est pas bon pour la santé. C'est néfaste pour la santé. Donc moi, j'écoutais ça. J'écoutais vraiment très, très bien les médecins. Il fallait manger telle barre à tel kilomètre. Il fallait prendre un méga cake la veille au soir, un gros plat de pâtes, etc. J'ai tout écouté. Et je faisais ce que disaient les médecins, parce que c'est très important. et de fil en aiguille, dès qu'il s'est passé le confinement et tout ce qui s'ensuit, il y a eu un questionnement, j'ai commencé à me re-questionner sur tout ce qui s'est passé dans mon passé, et tout ce qui était important pour moi en fait. Et de là, je me suis dit, je vais faire des courses. Mais il n'existe pas, comme tu as dit, les pâtés de maison, etc. Tu sais pas aller de où à où. Vous avez commencé à vous entraîner sur le Tour de Paris, en fait. Voilà, exactement. Je me suis dit, étant donné que j'aime ma ville, je me suis dit, je vais courir ma ville. Ça, c'était la première fois. Et j'ai monté une équipe. Les seuls qui ont accepté de courir avec moi, justement, c'est cette mentalité de boxeur que j'adore. C'est des boxeurs et non des coureurs. J'ai beaucoup de potes coureurs et beaucoup de potes boxeurs. C'est cette mentalité. On est des boxeurs qui courons. Et on a couru la boucle de Paris, donc 35 km. Et on a fait ça, bien sûr, c'était la période de confinement. C'était interdit de sortir de chez soi. En loose day, en fait. En loose day. Ouais, en soum-soum. Et pendant le ramadan. La totale. On faisait ça la nuit. Après avoir mangé, après être réparti au Tarawih, à 23h50, on attaquait Il y jusqu'à avait 4h du Tarawih matin. pendant le confinement. C'était virtuel, ça. Ouais, on avait peur de se manger 135 € d'avance, je me souviens, en courant. Ouais, mais vous courez plus vite que la maréchaussée. Vous avez découvert d'ailleurs qu'il y a une mosquée en France qui est ouverte 24 heures sur 24. Hein. Oui. On donne l'adresse ou on garde ça en secret? Ah, mais faut donner l'adresse. C'était c'est vers Mantes-la-Jolie, non? Ouais, Mantes-la-Jolie, exactement. C'était mon tout premier challenge. Et je courais donc de Paris à Deauville. Sur le chemin, il y a une mosquée. Par hasard, je m'arrête là-bas vers l'heure du Dhuhr. Je fais ma prière là-bas. Et j'étais exténué de fatigue. Donc c'était, comme je disais, c'était au mois de décembre. Il faisait très froid. Et c'était une difficulté inouïe. J'apprenais chaque kilomètre, j'apprenais quelque chose sur moi. C'était très difficile. Et là, sur cette jonction-là, j'arrive sur cette mosquée. Et ils me disent... Mais là, tu as besoin de t'allonger, mais va t'allonger en bas. Je me suis rendu compte qu'en bas, il y avait un étage pour une association. Et ils donnaient à manger aux pauvres, ils donnaient à manger aux plus démunis, etc. Ils m'ont dit, t'es tombé pile poil pas. Comme par hasard, sur la seule mosquée de France, ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on s'occupe des êtres humains qui nous entourent. J'ai trouvé ça... fabuleux. Un peu plus tard, sur ce même trajet-là, sur le Paris-Deauville, ma toute première aventure, j'arrive à la fin de la deuxième journée, là où j'ai fait que marcher. J'étais trop KO et j'arrive, moi, donc, du coup, sur mes aventures comme ça. Je dors pas dans les hôtels, je dors dans des Airbnb pour continuer cette aventure-là avec les humains qui m'entourent, etc., etc. J'arrive à 1 km du Airbnb selon Google Maps. Google Maps, c'est tout droit. Google Maps, c'est jamais... Et là, il y avait une zone de travaux dans des champs. Et je dis, vas-y, ça me fait faire un détour de 3 km. Je vais prendre par les champs, c'est pas grave. Et je me retrouve avec une chaussure remplie de boue, l'autre... j'ai retrouvé pas ma deuxième paire de chaussures. J'ai perdu ma deuxième paire de chaussures. Donc j'ai marché en claquettes et en basket dans de la boue gorgée d'eau glacée. Et je fais ce fameux kilomètre qui me coupe jusqu'au Airbnb et j'arrive plus à marcher, je suis exténué de fatigue et la boue m'a gelé les pieds en fait d'une certaine manière. Et là pour faire les 500 mètres qui manquaient pour arriver à ce Airbnb, c'était impossible pour moi d'y arriver, je crevais de froid. Et là je fais une chose que jamais j'aurais pensé faire, je me retourne en arrière comme ça, j'étais sur la route à ce moment-là. Et je lève le pouce. Pour moi, lever le pouce, c'est comme si... Abandon total. Je lève le pouce pour faire les 500 derniers mètres. Je leur dis, mais je peux pas, je vais mourir, il reste 500 mètres, c'est pas grave. Et la personne, une voiture... En me retournant, je dis, j'espère que c'est une vieille voiture qui arrive. Parce que je voyais de la lumière, on était dans l'obscurité, c'était la nuit. Et je me retourne, c'est une voiture blanche, flambant neuve. Et je dis, mais jamais de la vie il va s'arrêter, le mec. Un peu de boue sur mes tapis neufs. Ouais, et le gars, non seulement il s'est arrêté,
et donc on a mis mes chaussures dans un cajot qu'il avait, le gars super bien équipé. Il me dit non mais tu peux pas aller comme ça chez le Airbnb, viens d'abord chez moi, on va nettoyer tes chaussures, je vais te réchauffer, j'ai une cheminée, etc. Ma femme fait de super pommes, je ne sais plus, c'était des pommes, des petits morceaux de pommes comme des chips, c'est les meilleurs morceaux de pommes que j'ai mangés de ma vie. C'est un truc de ouf. Mais j'avais déjà réservé l'Airbnb chez des personnes formidables, etc. Donc je devais dormir chez eux, sinon ils m'offraient le gîte et le couvert, etc. Et c'était tout un tas d'aventures comme ça. Et plus je me remémore et plus je me rends compte de la chance que j'ai de tomber sur des personnes formidables. Et Ilyes, j'ai une autre question. Par rapport à ce que vous dites, que vous étiez en train de je ne sais plus si c'était dans cette course-là ou la précédente, que vous étiez en train de travailler avec plein de choses qui vous traversaient l'esprit, des choses que vous étiez en train de travailler sur vous-même. Et avec les événements en fait à l'extérieur, c'est-à-dire la mosquée qui reste ouverte toute la nuit et on vous dit de pouvoir vous reposer, d'aller vous allonger à cet endroit, et cet endroit où on prépare des repas pour les démunis, Est-ce qu'il y a un lien entre ces choses-là, entre ce qui se passait dans votre tête, ce que vous vous disiez, comment vous vous encouragiez, comment vous vous alliez dans cette persévérance et cette endurance et dans ce dépassement de soi, est-ce qu'il y avait un lien entre ce qui se passe à l'intérieur dans votre tête, ce qui se passe dans votre corps et comment votre corps prend en charge toute cette fatigue, ces douleurs, cette souffrance, vous avez parlé de souffrance, et ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire les rencontres, j'allais dire fortuites, elles ne sont pas fortuites parce qu'il y a quelque chose d'écrit, vous parliez de prière. C'est la loi de l'attraction, Karima. Non, c'est pas la loi, la synchronicité. Pour moi, ici, il y a quelque chose de l'ordre de la synchronicité. Je veux juste la vérifier avec Ilyes s'il y a vraiment les signes que vous avez vus à l'extérieur, comme cette voiture blanche qui arrive, flambant neuve, alors que vous avez les pieds pleins de boue, les pieds gelés au bout de votre vie. Moi, j'appelle ça comme ça. et est-ce qu'il y a... Et puis d'être accueilli, manger les meilleures pommes, chips de votre vie. Est-ce qu'il y a un lien avec ça, tout ça? Alors, c'est possible. Je ne vais pas dire de bêtises. Moi, avant, je disais j'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance. Après, il y en a plein qui m'ont tapé sur les doigts, ils m'ont dit la chance n'existe pas, c'est ton destin, c'est ceci, c'est cela. Peut-être que c'est une bonne étoile, peut-être que c'est quelque chose comme ça, je ne sais pas. Moi, ce que je dis souvent, c'est que il y a des signes pour les gens doués d'intelligence. Oui. Et si ton idée fixe, elle est vraiment fixe et que tu sais que tu vas y arriver, quoi qu'il arrive, en fait, tu sais que tout ce qu'il y a autour de toi, tu vas le voir, en fait. S'il y a une chance pour toi de voir quelque chose autour de toi qui va te permettre d'avancer plus, eh ben, tu vas la prendre, tu vas la saisir. Tandis que si jamais j'avais un autre état d'esprit où je pensais vraiment que là, il faut que je m'arrête aujourd'hui, je suis vraiment KO, et je vais rentrer chez moi, eh ben, je vais passer à côté de cette chance-là. Si vraiment j'ai cet état d'esprit où on a tous cet état d'esprit il y aura toujours une solution. Si on ouvre bien les yeux, eh ben, il y aura toujours une solution. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Je cherchais une phrase tout à l'heure sur mon téléphone, c'est pour ça que j'ai touché mon téléphone, qui résume vraiment exactement ce que je pense. C'est cette phrase-là: la plus grande de vos intentions ne vaudra jamais la plus petite de vos actions. Et c'est exactement ça, en fait. On est entouré de gens qui pensent qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, etc., mais qui ne font pas. Et quand on fait, on voit et quand on fait et qu'on a cette idée fixe, eh ben, quoi qu'il arrive, on trouvera des solutions. Quoi qu'il arrive. Mais elle est où la stratégie dans votre entraînement ou la méthode? Il y en a une ou pas? Ou c'est que de l'instinct? Alors déjà, c'est les pains au chocolat croissant. Vous êtes à Charenton-le-Pont. Ça, c'est votre diététique alimentaire oui. du sportif. Je vous ai dit, moi, tout ce qui est médecin, j'ai tout mis de côté. J'expérimente absolument tout. Et que ce soit la nourriture, que ce soit absolument tout, pour moi, vu que j'ai cette idée fixe-là, que je vais y arriver, etc., je visionne pas ce que j'ai mangé comme un boulet ou un fardeau ou quoi que ce soit. Si j'ai mangé un kebab, pour moi, je vais sentir ça comme si c'était de la force. Si j'ai mangé un truc qui dans la tête du coca ou je ne sais quoi, pour moi, c'est que de la force. À partir du moment où je me dis ça, je sais que ce sera ça. C'est pas plus compliqué, hein. C'est vraiment très très simple. Mais dans la stratégie d'entraînement, vous en avez une ou pas? Ouais, j'ai des stratégies d'entraînement. Hormis manger, vous voulez dire? Ouais.
Je pense que le ramadan ça commence à faire long là. Parce que vraiment, sur le comment on appelle ça là, sur la course, le Ramadan Man, Ouais. l'effet de la nourriture sur le corps et de l'eau sur le corps est absolument essentiel. Donc, il y en a qui me disent, je mange trop, je peux pas aller m'entraîner. Mais je lui dis, mais c'est parce que tu manges trop que tu peux aller t'entraîner. Au contraire, c'est plein de petites choses comme ça. C'est parce que j'ai du ventre que j'ai pas. C'est parce que tu as du ventre que tu as du stock. Il y a des mecs avec qui je cours qui pèsent 85 kilos pour 1m60 et ils cavalent plus que moi. C'est des monstres et je les admire. Bon, en fait, il n'y a pas forcément de plan d'entraînement de base. Mais à la base, ouais, si, quand même. Hein. Si, maintenant que j'y repense, il y a un plan d'entraînement. Si, en fait. Pardon. Hein. On se quittera là-dessus. Hein, oui, on se quittera là-dessus. Sur le plan d'entraînement, ça y est, je l'ai. C'est qu'on va dire sur une course sur 800 km, on doit faire 800 km ou 500 km. Je prends une journée type. Une journée type, on court à peu près 75 km. Donc, moi, mon entraînement, ça va être quoi ? C'est faire une fois, quelques semaines avant, courir 75 km, histoire de préparer mon corps, parce qu'il y a la mémoire musculaire sur laquelle je joue énormément. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de plan d'entraînement, mais parce que j'ai déjà gardé tout ça et maintenant je ne fais plus trop cette journée type 75 km, vu que je l'ai déjà incrusté en moi. Et il y a le deuxième plan d'entraînement, c'est faisable pour tous si on veut vraiment se donner les moyens. La deuxième, c'est donc faire 2 journées dans 30 km et le lendemain, pareil, la même distance, 30 km, pour travailler sur de la fatigue musculaire, fatigue articulaire et fatigue émotionnelle. Si on arrive à faire ces deux trucs-là, un week-end choc, ça s'appelle en fait dans le monde des ultras. Un week-end choc, c'est donc courir 2 jours de suite et ensuite 75 km. Et après, t'es tranquille, tu peux aller au bout du monde. Waouh. Voilà, c'est la dernière semaine du mois de Ramadan. On accélère. Ilyes Bouzoumita, merci d'avoir démarré la semaine avec nous. Karima, on vous retrouve tous les jours pour méditer à midi 20. Patrick, très bientôt sur Beurre FM. Vous réécoutez l'émission en podcast, vous la partagez surtout et vous la regardez sur la chaîne YouTube. Très belle journée santé sur Beurre FM.